L'Iliade commence bien par des bordées d'injures. Homère nous a appris le rire, et la fonction de la comédie exige qu'elle offre ce visage retourné de Dionysos, qui est en même temps son premier visage. Dionysos n'a pas de fond, on le retourne, et c'est toujours un masque qu'il présente. Aristophane, au nom de Dionysos, avance les corps les plus avides, les plus physiques, et se coule dans les poètes lyriques les plus distingués, Alcman ou Pindare. Il récrie Échille, transforme Socrate et Euripide en personnages, exalte les valeurs qu'il détruit par le rire le plus incarné et dans le vers le plus délié, introduit les discours politiques, les chants initiatiques, les modes littéraires et les modes musicaux nouveaux, mime les voix d'animaux, les impostures, les utopies. Et ces 1000 joyeuses métamorphoses ne sont pas le projet individuel d'un homme particulièrement génial, retors ou réactionnaire, mais comme on sait, le fruit d'une volonté et d'une organisation politique. Stigmatisée par Aristophane, la décadence de la tragédie annonce les raffinements de Ménandre, avec ses intrigues et sa psychologie. Alors le théâtre sera définitivement mort et enterré. C'est la leçon des grenouilles. Dionysos s'offre une dernière représentation. La comédie annonce sa mort en établissant le constat de décès de la tragédie. Bien à vous. Philippe Brunet. L'une n'est pas pensable sans l'autre. Oui, c'est ça. Et même ce que vous dites, c'est que sans comédie, pas de tragédie. Oui. Oui. Bon, il y a ça dans l'Iliade, dans l'épopée. Ça fait partie... au début, c'est intégré, puis ensuite ça se sépare avec la tragédie-comédie. Et puis à la fin, dans Ménandre, non, il n'y a plus rien. C'est une comédie très artificielle, avec... il n'y a plus que des figures, des caractères stéréotypés. Mais... c'est pas facile à imaginer une tragédie se développant par rapport à la comédie. Mais c'est nécessaire. On peut pas avoir de tragique très élevé, de grands auteurs, sans grands auteurs comiques. Donc d'auteurs qui courent le risque, qui acceptent le risque d'être ridiculisés. Enfin, pas seulement les auteurs, d'ailleurs, tous les acteurs de la vie politique. Alors après coup, on dit qu'Aristophane est malveillant. Mais pour l'avoir fréquenté longtemps, oui. Aristophane, oui. Vous l'imaginez comment? Est-ce que c'était un provocateur? C'était un... Non. Il vous est sympathique? Oui. Ah oui, parce qu'il y a des scènes étonnantes. Et même maintenant, il y a des scènes qui sont toujours vraies. La corruption du chef populaire, mais elle est dénoncée tout au long des cavaliers, des he pays. Et ces cavaliers-là, la pièce a été écrite par un homme jeune. Il avait quelque chose comme peut-être 25 ans, je crois, au plus 25 ans, entre 25 et 20 ans, quand il a écrit cette pièce. Il a commencé jeune, il va avoir 18 ans quand il a commencé à écrire, pas directement sous son nom. Tout est trouble chez lui, au moins pour les premières années de sa carrière. Et moi, je le trouve très sympathique parce qu'il suffit de lire Les Cavaliers et vraiment, on voit des attaques féroces avec des scènes très drôles, alors, contre Cléon en particulier, le chef populaire, Cléon. Aristophane pratique la satire par raillerie, il blague les travers physiques de l'un ou de l'autre, la pilosité de l'un, le grand nez de l'autre, la boiterie, le bégaiement, le zézément, la constipation, la pétomanie, tous les travers, les perversions sexuelles, et d'une façon générale l'homosexualité. Après, il pratique la grosse plaisanterie sur les femmes qui aiment le vin, l'amour et les godemichés un peu trop. Après, il pratique, c'est déjà plus spécifiquement comédie ancienne, ça, l'obscénité pornologique ou scatologique. Vous savez que Blépiros fait carrément caca sur scène devant les spectateurs dans l'Assemblée des femmes.
Et puis il pratique aussi la parodie sous toutes ses formes. La parodie tragique, la parodie de la langue judiciaire. Donc tout un ensemble, si vous voulez, de ressorts qui, au fond, relèvent de la critique de la société contemporaine, des travers des gens. On dit aussi qu'Euripide, vraiment, après les attaques d'Aristophane, qui n'était pas le seul, mais enfin Aristophane, dans les Thesmophories, a fait une attaque particulièrement violente. Euripide a été dégoûté d'Athènes et a quitté Athènes. Alors, Socrate, lui, a été condamné à mort, Euripide a quitté Athènes. Les victimes d'Aristophane ont toujours mal fini. L'histoire des grenouilles, c'est Dionysos. Dionysos qui va descendre aux enfers pour chercher un poète tragique de valeur. Donc il va essayer d'en résister un. Parce qu'il n'y en a plus. Voilà. C'est ce qu'il dit. Car j'ai besoin d'un poète de talent. Hélas, les uns sont morts, les autres sont mauvais. Voilà. La pesée des vers, c'est plus loin. Après, il y a la parodie des chants lyriques. Bon, ça, c'est la virtuosité d'Aristophane. Et la pesée des vers, voilà, c'est là. Allons, placez-vous donc auprès des plateaux, ça y est. Enfin, les deux ensemble, ça y est. Donc là, c'est, oui, trois personnages. Oui. À chacun de réciter sa phrase en les tenant. Surtout, ne lâchez pas avant que j'ai fait coucou. On les tient bien. Lancez un vers sur les plateaux. Euripide. Ah, si la nef Argo n'avait jamais volé. Échille. Au fleuve Sperchios, au pré où vont paisser les bœufs. Dionysos. Coucou. Échille et Euripide. Lâchez. Oula, ça penche bien plus bas de son côté à lui. La cause, s'il te plaît. Dionysos. La cause, c'est qu'il a mis un fleuve. Comme font les marchands avec leur laine, il a mouillé son verre, alors que toi, tu nous as mis un verre ailé. Qu'il en dise un autre qu'on l'oppose un peu au mien. Remettez-vous en position. Ça y est. Vas-y, à Euripide. Persuasion n'a d'autre temple que les mots. Échille. La mort est bien le seul Dieu qui n'aime pas les dons. Lâchez. Lâchez. Ça penche de nouveau vers lui, c'est parce qu'il a mis la mort, le plus lourd fléau. Mais Aristophane utilisait beaucoup d'invectives personnelles. Ah, des attaques personnelles, oui, bien sûr. Mais c'était dû à l'origine même de la comédie. Jean Taillarda. La comédie était née dans des fêtes de Dionysos, où on avait son libre parler, là, parce qu'on avait bien bu. C'était bon. Et c'est né dans ce qu'on appelle les Dionysies des champs. Les Dionysies de la campagne, si vous voulez, les fêtes de Dionysos à la campagne. Et c'est là qu'est née vraisemblablement la comédie. Quand Alors au début, au moins pour l'Attique, quand on ne sait jamais exactement, les plus anciens documents, ça doit être au début du 5e siècle, peut-être avant d'ailleurs, on ne sait pas. Le premier document qui mentionne un concours de comédie, c'est comme ça qu'on sait qu'à partir de telle date, il y a eu des concours de comédie. Et vous disiez que la comédie, donc, c'est le propre de la comédie, le franc-parler, l'invective, oui, l'attaque. Oui, l'attaque, oui. Parce que c'était une sorte, la comédie attique est née d'une sorte de charivari, un mélange, charivari-mascarade, si vous voulez. Charivari-mascarade. Avec des lazzi qu'on lance aux puissants du jour, un renversement de la situation ordinaire, comme dans tous les carnavals. On renverse une situation, et il y a le charivari, le carnaval, tout ça va ensemble. Et donc on s'attaque aux personnes. On s'attaquait aux personnes. Oh! Qui garde cette porte? Oh! Oh! Qui garde
la porte. C'est Hermès, jeune demi-dieu barbu avec ses hautes bottines, sa baguette de héros et son chapeau à large bord. Hermès, protecteur des troupeaux. Et conducteur des âmes. Alors C'est un air qui frappe mes narines. Oh. Par Héraclès, mais qu'est-ce que c'est que cet animal-là? C'est un cheval escargot. Un cheval escargot? Ah, vraiment? Fichu canaille, impudent de canaille. Est-ce que tu te fiches de moi? Mais oh non, mais réponds, canaille. Parle, super canaille. Comment es-tu ici? Et d'abord, qui es-tu? Réponds. Quel est ton nom? Je suis Super Canaille. Et ton lieu de naissance? S'appelle Super Canaille. Et ton père qui est-ce? Mon père, Archie Canaille. Attention, mon garçon, si tu te fais ma tête, tu y perdras la vie. Alors? Quel est ton nom? Trisé, tout simplement. Et je cultive ma vigne, je suis bon citoyen et déteste les histoires. Pourquoi es-tu venu? Pour t'apporter ces viandes que je sais que tu aimes. Voilà qui change tout. Alors, mon petit ami, raconte-moi ton affaire. Ah, tu t'adoucis, goinfre, à ce qu'il me semble. Je ne suis plus canaille, hein, ni super canaille. Va et appelle-moi Zeus. Zeus, absent comme les autres, tous les dieux sont partis, déménagés d'hier. Parti pour quel endroit? Là-haut, tout là-haut, là-haut, au fin fond de la calotte des cieux. Comment se fait-il alors qu'on t'ait laissé ici? Je garde le mobilier divin et la vaisselle, marmites et petites amphores. Déménager? Les dieux? Et pour quelle raison? Parce qu'ils sont en colère contre vous, les Hellènes. Ils sont partis furieux en laissant leur maison au seigneur de la guerre, le sire Polémos. Ils vous livrent à lui, quant à eux, ils vous lâchent. Ils en ont assez, disent-ils, de vous voir batailler, de vous entendre gémir. Mais c'est épouvantable, que leur avons-nous fait? Vous êtes des batailleurs. Chaque fois qu'une occasion de trêve vous est offerte, tous vous la repoussez et vous vous arrangez pour ranimer la guerre. Est-ce vrai ça, oui ou non? Que chez les laconiques ou les anticoniques, quelqu'un parle de paix, tout le monde aussitôt de crier « Attention, prenez garde, c'est un piège ! Par Zeus, fermez l'oreille, on cherche à nous tromper !» Et là, c'est bien la marque du style de chez nous. Sincèrement, j'ai grand peur que vous ne revoyiez jamais Madame la Paix. Non, ne me dis pas cela. Où est-elle présentement? Polémos l'a jetée au fond d'une caverne. Quelle caverne, grand Dieu? Celle-là, là-bas, en bas, là, tu vois? Et regarde quelle grosse pierre il a jetée devant l'entrée. La paix est là-dedans. Je tremble de détresse. Et nous? Dis-moi, et nous? Quel sort veut-il nous faire? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est fait porter un mortier colossal. Un mortier, pourquoi faire? Il paraît qu'il veut y broyer toutes les cités grecques. Assez là-dessus. Je l'entends remuer là-dedans, derrière cette porte. Mais écoutez-moi ce boucan. On parle toujours, si vous voulez, de théâtre grec, de tragédie grecque, de comédie grecque, etc. Or, en réalité, la comédie et la tragédie sont uniquement athéniennes. Il faudrait parler pratiquement de comédie attique et de tragédie attique seulement. Jean-Claude Carrière. Le problème, c'est pourquoi est-ce que la tragédie est seulement attique? Et j'ai l'impression que ça vient du caractère exceptionnel de la situation d'Athènes. Et qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? A priori, c'est simplement que c'est une démocratie. Et alors, la chose extraordinaire, me semble-t-il, d'Athènes, c'est que, comme le dit Vernon, elle invente une égalité arithmétique. Tout le monde vaut tout le monde, chacun est l'égal de tous les autres, et c'est à ce moment-là que naît le théâtre. Et le théâtre va bientôt se dérouler sur les lieux mêmes où se déroule l'Assemblée du peuple. Au IVe siècle encore, Platon dit qu'Athènes est une théâtrocratie. Et Athènes est la seule cité vraiment démocratique au sens arithmétique de tout le monde grec, pratiquement à cette époque.
Et c'est cette avance idéologique formidable, me semble-t-il, qui correspond exactement à la naissance du théâtre, de la tragédie et de la comédie. Et donc, il faut penser aussi que le rôle, si vous voulez, de la comédie et de la tragédie répond à cette avance idéologique. Alors là-dessus, effectivement, il faudrait plutôt parler d'une espèce d'immense débat d'idées qui se déroule sur scène. Si vous voulez, ça devient critique à partir du moment où la démocratie est en proie à des contradictions sanglantes. Cette Athènes qui a le sens le plus clair de la puissance, le sens le plus clair aussi de ce qu'est l'idée hellénique et la culture hellénique, eh bien, la ligue qu'elle avait organisée pour résister à la Perse devient un empire. C'est-à-dire que la démocratie devient presque organiquement liée à l'impérialisme. Et à ce moment-là, ça se met à poser des problèmes énormes. Au secours! Misère de moi! Oh, je l'entends qui approche avec son grand mortier. Oui, 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 oui. Il faut que je me cache. Oui. Il y en avait déjà tellement enduré. Vous n'avez pas fini de souffrir. Je vous le dis. Apollon, quel mortier. Quel monstrueux mortier. Et ce Polémos, quel sauvage. Mon Dieu, je crois que la frousse me donne la colique. Commençons la cuisine. La bonne fricassée. À toi l'honneur. Prassy, à toi, ville de Prassy. 3 fois, 5 fois, 7 fois, 17 fois, malheureuse. Allez, hop, dans le mortier. Il jette dans le mortier une botte de poireaux. Parce que Placia en attique veut dire poireau. Ce coup n'est pas pour nous, il frappe les Laconiens. Mais attendons la suite. À Mégare, à présent, Mégare, dans le mortier. Sans façon ni murmure. Dans le mortier des goussenailles, car tu le sais. Là, il vient de Mégare. Oh, pauvre Mégarien, je vous plains de tout cœur, de tout cœur. Mais nous sommes toujours saufs. La Sicile, maintenant. Sicile, je te préviens. Sicile, tu es foutu. Il jette du fromage dans le mortier. Sicile, le fromage de Sicile. Pauvre pays, dans le mortier. Et maintenant, Gare à nous, surtout pas de miel, Seigneur. Tout ce que ce monstre voudra, sauf le miel de chez nous. Et maintenant, pour finir, une louche de miel antique. Miel antique dans le mortier. Pour couronner la chose. Oh, nous sommes perdus. Aristophane s'est déchaîné contre l'impérialisme athénien. Déchaîné peut-être plus. Ah si, il a attaqué. Il a attaqué à plusieurs reprises l'impérialisme athénien. Il faut se rappeler quelle a été l'évolution de la Ligue de Délos. Au départ, la Ligue de Délos, qui a été fondée en 476, 6 ans après Salamine, quelque chose comme ça, hein, était une confédération avec des cités grecques établies en vue d'une alliance défensive et offensive contre le barbare, c'est-à-dire le Perse. Bon. Et ça a tourné très vite à un empire athénien. Et il y a eu des occasions de répression féroce, surtout pendant la guerre du Péloponnèse. Il y a eu 3 occasions. Il y a eu l'affaire de Mytilène, où il y a eu 1000 tués. Ça a recommencé ensuite à Skyonais, c'est la péninsule ouest de la Chalcidique. Les Athéniens ont mis à sac la ville, ont tué tous les hommes. Et les enfants et les femmes ont été vendus comme esclaves. Et puis il y a eu enfin l'affaire de Bélos, là aussi où on a installé des clérouques,
les Athéniens n'hésitaient pas à chasser les indigènes, si j'ose dire, pour s'établir. C'était ça les clérouques, des colons athéniens installés de force. Il suffisait qu'ils sentent une tentative de sécession pour qu'ils interviennent à ce moment-là. Ils ont été terribles. Hein. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Et Aristophane a mis doigt sur l'impérialisme athénien. Il s'est déchaîné. Alors, dès les Acarniens, ensuite la paix tout de même une œuvre connue et célèbre pour ça. Dans les Acarniens, il avait déjà demandé à Monsieur de Dieu, un certain Amphithéos, il lui avait demandé d'aller conclure sa petite paix à lui, pour lui-même et pour sa femme et ses enfants. Après, il a mis en scène Trigée qui veut la paix, qui va la chercher. Il va la sortir de son trou. Et puis alors, il y a la fameuse Lystrata. La fameuse Lystrata qui roule tout entière autour de la conspiration des femmes qui veulent obtenir la paix, qui en ont assez de la guerre. C'est tout de même, ça compte, ces pièces-là, ces trois pièces-là, plus les allusions dans d'autres pièces aussi. Voilà. Il a haï la guerre, ça c'est sûr. En route la fricassée et la capilotade. Où est donc mon valet? Tumulte! Tumulte! Où te caches-tu? Où est le nommé Tumulte qui est censé m'aider? Mais je suis là, monseigneur. Je suis là. Eh bien, prends cette taloche! Aïe! Oh, mais comme Tanioche, comme vous êtes une vraie torgnole. Aïe! Ça t'ôtera le goût de te cacher dans les coins. Mais j'attends vos ordres. Tu dois les prévenir. Va me chercher un pilon. Ah oui, j'ai un pilon. Un pilon. Un pilon? Ouais. Eh ben oui, un pilon, pour piler ce que j'ai entassé dans ce mortier. Ah oui, un pilon. Ah oui, mais on n'a pas de pilon. On n'a rien ici. Mais vous savez bien, un pilon. Patron, on a tout déménagé hier à Vlépoux. Faut pas oublier. Je ne veux pas le savoir. Il me faut un lipon. Un pilon pour écraser tout ça. Va chez les Athéniens. Piler, ça les connaît. Si vous voulez, alors qu'à l'époque qu'Échille avait une sorte de sérénité démocratique, et encore Hérodote, on a l'impression que Sophocle, par exemple, vous le savez bien, à travers Créon, ou les Atrides d'Ajax, ou peut-être même Édipe, met en cause la raison d'État, ou la raison tout court, et se plaint de ce que on ne prête pas assez d'attention aux formes traditionnelles du politique et du religieux. Et Euripide ira beaucoup plus loin encore dans ce sens, puisque lui, sa critique devient extrêmement sévère. Mais ces gens-là sont les gens nés entre 480 et 460. Mais Aristophane, il est donc actif vraiment dans le dernier quart du siècle, on peut dire, puisque nous n'avons guère de pièces avant les Acarniens qui sont de 425. Il appartient donc à un moment où une espèce de foi dans la démocratie est sinon ébranlée, en tout cas, la démocratie est critiquée. Et Aristophane va faire partie de ces gens, avec Euripide, et même avec Thucydide, qui ont une attitude qu'on peut dire démocratique modérée. C'est, si vous voulez, le dernier état de la pensée modérée sur la démocratie athénienne. Et peut-être même peut-on dire que si la comédie ancienne va disparaître de son vivant, ces dernières pièces même relèvent, dit-on, de la comédie moyenne, et si la comédie ancienne a disparu, c'est peut-être précisément parce que, avec la grande défaite des démocrates contre le bloc traditionnaliste, disons, spartiate et péloponnésien, peut-être que le grand rêve démocratique est mort, d'une certaine façon. Il ne reste plus qu'une démocratie modérée. Et à ce moment-là, au IVe siècle, dans la ligne d'Euripide, va naître une autre forme de comédie. Une comédie beaucoup plus proche de celle que nous connaissons, beaucoup plus molièresque, si la comédie moyenne de Ménandre, puis derrière Terence, et puis derrière encore Molière et Marivaux. Mais c'est quelque chose de très différent de cette espèce de carnaval un peu fou de l'époque d'Aristophane. Voilà, le malheur est venu. Et qui pouvons-nous faire, pauvres petits humains? Si cet autre imbécile rapporte son pilon, quelle bouillie de cité cet affreux Polémos va-t-il pas fabriquer dans son affreux mortier? Dionysos, je t'en prie, fais qu'il n'en trouve point. Eh bien, qu'est-ce que tu fiches? Voilà, patron.
Quoi, tu ne me l'apportes pas? C'est que les Athéniens... Quoi? Mais il faut vous dire, ils ont perdu leur patron. Quoi? Leur pilon. Mais qu'est-ce que tu nous chantes? Oui, Cléon, vous savez, oui. le marchand de cuir, qui cuironnait, qui pilonnait l'Ellade. Cléon, il est mort. Oh, bravo. Merci, Athénaïa. Oh, comme il a bien fait de claquer celui-là. Ne reste pas là. Va m'enquérir un autre. Quérir un autre. Mais où tu voudras. Où tu voudras. Mais rapporte-moi un. Bon, oui, vite. Oui, patron. Il n'y a pas de papyrus d'Aristophane ici. Mais il y en a. Ils sont au moins intéressants, si vous voulez, parce qu'il me semble qu'Aristophane était perdu très tôt. Il avait écrit 44 pièces, il nous en reste 11. Alain Blanchard. Et il semble donc, d'après les papyrus, que la perte se soit faite très vite. Parce qu'évidemment, pour ce qui est de la comédie, Ménandre a supplanté Aristophane. La comédie, c'était Ménandre au moment où la culture grecque s'est répandue par l'intermédiaire d'Alexandrie en particulier. Donc, de Ménandre, nous avons beaucoup de Ménandre dans les papyrus. Ici, il y a du Ménandre. Aristophane, mais pas d'Aristophane. Alors Aristophane, apparemment, ça s'est restreint assez vite. Aux 11 comédies, il y en a 2 ou 3 autres que les papyrus permettent d'entrevoir, mais c'est peu de choses. D'ailleurs, si vous voulez savoir quels sont les papyrus d'Aristophane, vous avez une liste. Vous avez un ouvrage qui est très pratique quand on veut savoir ce qu'il y a, le catalogue de Pâques, dont la première partie est un classement des papyrus par auteur. Alors vous regardez à Aristophane et vous voyez donc à la fois où se trouvent les papyrus et leur contenu. Alors c'est classé par pièces, par ordre alphabétique des pièces, les acarniens, les oiseaux, alors c'est tout cela traduit en latin, c'est dans l'ordre alphabétique des titres latins, les cavaliers, l'Isistrata, les nuées, la paix, les grenouilles, les thesmophories, les guêpes. Et alors, ce qu'il y a en plus, c'est très peu de choses. Et en fait, vous voyez, souvent ce sont des citations dans d'autres papyrus, des anthologies, parce que alors là, nous avons par les papyrus de nombreuses anthologies, des restes d'anthologies, qui parfois nous donnent des... À la fin des Acarniens, il y a une scène absolument extraordinaire. On voit Dicéopolis tout heureux de sa paix, qui a entre les bras une jeune femme. Était-elle nue devant les spectateurs ou pas? On en discute. Il peut faire très froid à Athènes au mois de février, janvier-février. Enfin, qu'elle ait été nue ou pas, elle paraît nue aux spectateurs. Et Dicéopolis fait bombance. Et juste à côté de lui, servant de contrepoint à Dicéopolis, on a un général qui s'appelle Lamachos, la bataille. Et alors le pauvre Lamachos, lui, est bien privé de tous ses biens dont dispose Dicéopolis. Et il est blessé, une blessure d'ailleurs fort peu héroïque, il est tombé dans un fossé en allant à la guerre, et il se lamente sur son triste sort. Alors, d'un côté, les lamentations de la bataille, de l'autre, les cris, on peut presque dire les cris de jouissance de Dicéopolis. Le début de la pièce, Aristophane met en scène une assemblée d'Athènes. Polydémon. Donc on est probablement, enfin presque certainement au théâtre de Dionysos. Les spectateurs sont assis sur des gradins de bois. Et la première scène, le héros arrive, le premier, à une assemblée qui doit commencer. Autrement dit, le héros s'adressait aux spectateurs en tant que spectateur, mais peut-être aussi en tant que citoyen athénien, en tant que membre de l'assemblée. Et ce héros va en fait vitupérer la corruption, la concussion des responsables politiques et l'aveuglement des citoyens athéniens.
des spectateurs peut-être en même temps. Donc le héros arrive et assiste à une assemblée dans laquelle il voudrait bien prendre la parole. Et en fait, il en est censé s'empêcher par les démagogues, par les chefs du peuple qui lui coupent la parole. Et il n'a d'autre ressource finalement que d'utiliser un stratagème pour mettre fin brutalement à l'assemblée et se débrouiller tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a un émissaire à Sparte, émissaire personnel. Il a fait le voyage jusqu'à Sparte, il est revenu, et il revient avec une paix personnelle entre Sparte et lui, et le héros Dicéopolis. C'est une paix personnelle qui a un grand prix, c'est une paix de 30 ans, conclue entre Dicéopolis, un individu, et l'ensemble de la Ligue péloponnèsienne. Alors, cette paix, évidemment, fait de Dicéopolis un traître. La cité continue d'être en guerre. Dicéopolis est susceptible d'être condamné pour haute trahison, ça va de soi. Mais Dicéopolis n'en a cure. Dicéopolis est tout heureux. Il a même eu le choix, d'ailleurs les Spartiates ont été très gentils, il a eu le choix entre plusieurs trêves. On lui a proposé une trêve de 5 ans, une trêve de 10 ans et une trêve de 30 ans. La trêve de 5 ans avait un goût un peu vert, c'est un peu vert. La trêve de 10 ans déjà avait eu le temps de mûrir, mais la trêve de 30 ans, alors là, un nectar extraordinaire. Dicéopolis goûte la paix comme un bon vin, comme un bon cru. Alors, les partisans de la guerre rappliquent et essayent de mettre à mort le pauvre Dicéopolis. Dicéopolis se livre donc à un plaidoyer pour la paix, parce qu'il est poursuivi par le cœur des Acarniens. Il développe son plaidoyer, il arrive à convaincre la moitié du cœur, et donc il n'est pas mis à mort. La pièce s'interrompt brutalement et commence l'épisode qui est le plus caractéristique de la comédie ancienne, la parabase. C'est-à-dire que cette fois-ci, la rupture de l'illusion théâtrale est totale, le cœur se tourne vers le spectateur et oublie, en principe, l'intrigue. Et le poète prend la parole à travers les propos du cœur. Le poète explique que son œuvre est utile et juste, profite à la cité parce qu'elle enseigne aux Athéniens à ne pas se laisser berner par les corrompus qui les dirigent. Il estime que c'est son devoir, qu'il a une mission à remplir. D'ailleurs, c'est le terme qu'il emploie à plusieurs reprises dans son œuvre. Il faut enseigner aux citoyens ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais pour enseigner aux citoyens ce qui est juste, en l'occurrence qu'il faut peut-être penser à faire la paix avec les Péloponnésiens, pour enseigner aux citoyens ce qui est juste et ne pas avoir la tête coupée, on est obligé de se déguiser. On est obligé de prendre un masque. Et donc de faire comme Dicéopolis, le héros des Acarniens. Mais si l'on prend un masque, comment peut-on reconnaître celui qui est derrière le masque? Hop! Et maintenant à l'œuvre, au travail, tout le monde! Venez, venez! Avec vos pelles, vos pioches, vous de bardin! Et sus à ces grosses pierres! Ils bouchent la caverne! C'est ce que nous faisons! Quant à toi, ô Hermès, le plus sage des dieux, commande la manœuvre. Je tiens le pari que parmi nous, on ne trouverait point un paresseux. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire tous là? Tirer la paix de sa caverne. Sa caverne? Oui, la paix, sa statue si tu veux, oui, est enfermée dans la caverne, là, au milieu, tu vois. L'entrée est bloquée par d'énormes rocs. C'est là que les coreux travaillent, à coups de pics, de pioches et de levier, pour la dégager. Qui l'a emprisonnée, la paix? Oh, nous tous,
La guerre, c'est plus facile. Je ne sais plus dans quelle pièce, le personnage qui est soulevé dans les airs par une grue se plaint en même temps du grincement de la grue. Je crois que effectivement pour le... je sais pas si c'est Trigé ou... D'abord, je crois que vous devez penser en premier aux Acarniens, c'est-à-dire le passage où Dicéopolis demande à Euripide de se faire véhiculer dehors, et Euripide lui dit « mais je ne peux pas, je suis occupé ». Alors il lui répond « fais-toi sortir par les cyclèmes, le plateau à roulettes ». C'est-à-dire que la machinerie en quelque sorte se dénonce comme telle. Mais je crois aussi que vous avez raison et que ça doit être dans la paix. Quand Trigé part sur son horrible bousier géant et puant, il fait semblant de dire « Attention, attention, machiniste, ne me fais pas tomber !» avant de s'adresser au bousier lui-même en lui disant « Ne fonce pas sur tous les water que tu trouves pour te régaler de caca. » Bon, alors, messieurs, alors, nous ne faisons rien de bon. Il faut reprendre tout ça et y aller d'un seul cœur. Oh, hey là! Oh, hey là! Hey là, mala! Oh, hey là! Allez, par Zeus! Hey là! On dirait que ça bouge! Non, ce qu'il y a de mauvais dans tout ça, voyez-vous, c'est que les uns tirent à U quand les autres tirent à dia. Ouais, prenez garde, hein, les archiens. Et on peut même penser que l'illusion théâtrale était nettement plus faible au 5e siècle qu'au 4e, par exemple. Et ça peut expliquer pourquoi les comiques se moquent tellement de l'illusion comique et prennent une distance par rapport à cette illusion comique. Je vous prends un exemple. Les personnages de théâtre dénoncent l'inefficacité de leur propre déguisement, c'est-à-dire les deux principaux acteurs des oiseaux, par exemple, se diront l'un à l'autre « déguisé en oiseau, tu as absolument l'air d'une oie peinte ». Et l'autre lui répond « on dirait que tu es un merle tondu au bol ». Et ça continue, si vous voulez, de la même façon. Autre exemple, c'est surtout le cas des déguisements transsexuels, si vous voulez. Donc, vous savez que dans les thesmophories, un parent d'Euripide se déguise en femme pour surprendre les secrets des femmes. Et quand il se regarde dans un miroir, il se trouve pas du tout une tête de femme, mais il se trouve une tête d'inverti. Et inversement, les femmes de l'Assemblée des femmes, qui d'ailleurs sont des hommes, puisque le chœur est joué par des hommes. Il n'y a aucune femme sur scène. Il n'y a pas de femme sur scène, mais voilà un chœur de femmes joué par des hommes qui se trouve l'air trop féminin, qui dit nous sommes trop blanches, nous avons l'air de sèches rissolées. On a donc, si vous voulez, un jeu très extraordinaire puisque déjà le déguisement lui-même est compliqué. Il est à 2 étages, c'est-à-dire qu'il existe une sorte de tenue rituelle des acteurs. Ils ont une espèce de gros ventre dans un caleçon long, de sexe postiche. Ils ont une grande barbe. Des fesses rembourrées aussi. Les fesses rembourrées. Et par-dessus, ils portent leur costume narratif, si vous voulez, celui qui correspond à leur personnage. Et ce personnage narratif, souvent, en plus, se déguise. C'est comme ça que vous voyez dans les Acarniens, Dicéopolis se déguisait en Télèphe, le Dionysos se déguise en Héraclès dans les Grenouilles, le parent se déguise en femme dans les Thesmophories. On a donc, si vous voulez, un déguisement sur des couches successives. Des couches successives de déguisements. Et tous ces déguisements, finalement, dénoncent eux-mêmes leur propre ridicule. Ce qui fait que on ne peut pas dire que le masque, comme quand on parle d'anthropologie, donne à l'acteur une personnalité autre, par magie. Il l'identifie à un dieu ou à un animal. Dans cette mascarade, il n'y a pas aliénation de la personnalité de départ, mais il y a plutôt, d'un côté, actualisation narrative, pour correspondre à l'intrigue, et en plus, dramatisation dialoguée. Ce qui fait que malgré tout, le spectateur garde un espèce de recul, plus peut-être que dans la tragédie, et le garde d'autant plus que l'acteur comique n'arrête pas de ridiculiser son propre déguisement. Et sa personnalité narrative, si vous voulez, ou dramatique, perce de tous côtés le déguisement. C'est-à-dire que quand le parent est déguisé en femme, il tient quand même un discours d'homme, en disant « Ah, les femmes, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elles... »
il les critique, donc ça apparaît immédiatement, sa nature d'homme. Et de même, quand les femmes, toujours dans ces transvestissements transsexuels, les femmes de l'Assemblée des femmes se déguisent en hommes, elles continuent à jurer par Aphrodite, avec des jurons féminins, elles continuent à avoir des occupations de femmes parce qu'elles amènent leur laine à carder, etc. Et finalement, Praxagora, enfin le héros de la pièce, est obligé de dire on peut pas compter sur vous, c'est moi qui vais prendre la parole toute seule parce qu'on verrait immédiatement que vous êtes des femmes. Donc c'est curieux cette espèce de dénonciation de l'illusion comique, si vous voulez, continuelle, et qui n'est pas par hasard, on dirait qu'elle est vraiment fondamentale dans la comédie. Io? Ito, tis hod ton homo teron, osoi teus parus agroi conquia, ici. Mais par ici, volez, mes frères emplumés, vous qui picorez les riches semis de l'agricole Jean, mille races à bec, vous qui fusez en sifflant vos trilles enjôleuses, et qui jaillissez des sillons stridulants, poussant ce cri têtu de votre riante voix. Tataketoria, tatakotina traga, tatakomorapaka, nisetapetomena proximana odan. Les oiseaux, c'est sans doute l'utopie la plus achevée du théâtre d'Aristophane, puisque deux Athéniens, dégoûtés des tracasseries de la vie à Athènes et fatigués des procès perpétuels, qui constituent un des éléments de la démocratie athénienne à l'époque, décident d'aller vivre ailleurs. Et ils prennent au pied de la lettre, en fait, une expression courante qui est « aller aux corbeaux, aller aux oiseaux ». Allez voir ailleurs, si on y est envoyé paître quelqu'un, c'est l'envoyer aux oiseaux. Et ils vont effectivement ailleurs, entre ciel et terre, et décident de fonder une nouvelle cité en compagnie des oiseaux, une cité qui va s'appeler Coucouville-les-Nuées. Donc c'est vraiment une utopie parfaite, avec la fondation d'une nouvelle cité, dont on espère qu'elle sera confortable et qu'on pourra y trouver le bonheur. Tiens, ce cher Prométhée... Chut, chut, ne crie pas. Qu'est-ce que c'est? Tais-toi, ne m'appelle pas par mon nom. Je suis fichu si Zeus me voit ici, et ce sera ta faute. Mais pour que je t'explique tout ce qui se passe là-haut, tiens, prends mon ombrelle et lève-la bien au-dessus de moi, que d'en haut les dieux ne me voient pas. Bravo, la bonne idée que tu as là, Judith. Il est claqué. Claqué? Vers lesquelles heures? Depuis que vous avez colonisé les airs. Des sacrifices, il n'y a plus un seul homme pour en offrir un seul aux dieux. Plus un fumet de gigot pour monter vers nous depuis ce moment-là. On jeûne. C'est carême pour nous. Et sans marée. Les dieux barbaresques ont une faim de pandour. Ils craillent. Ils disent qu'ils vont faire une descente en force contre Zeus s'il n'obtient pas que les marchés leur soient ouverts pour se ravitailler en gras double découpés. Il y a donc d'autres dieux, des barbares, par en dessus de chez vous? Et leur nom à ces dieux barbares, qu'est-ce que c'est? Leur nom? Les Ostrogoths. Ah, je comprends, c'est de la même racine qu'on a fait Saligo. Parfaitement. Mais alors vous autres, ne signez pas. À moins que Zeus ne rétrocède aux oiseaux son sceptre et ne te donne en mariage sa souveraineté. Qui est-ce, cette souveraineté? Une bien jolie fille, qui a la haute main sur la foudre de Zeus, et le reste, et tout, les bons avis, les bonnes lois, la sagesse, les arsenaux, les vilipendages, le trésorier payeur, les allocations. Tout ça, c'est dans sa surintendante. Oui, s'il te la refile, tout est à toi. C'est pour ça que je suis venu, pour te mettre au courant. Toujours gentil pour les hommes. Voilà comme je suis, moi. Oui, le dieu auquel nous devons les grillades, c'est toi et pas un autre. Je les hais tous, les dieux, comme tu sais. Mais il faut que je m'en retourne, et au trot. Passe-moi l'ombrelle, pour que si Zeus me voit d'en haut, j'ai l'air d'être l'accompagnatrice d'une demoiselle de procession. Tiens, et prends aussi ce pliant pour compléter ta panoplie. Daniel Auger. Et on assiste au schéma utopique qui est celui des premières pièces d'Aristophane, c'est-à-dire que le personnage principal, qui est vieux, arrive peu à peu à ses fins, il fonde sa cité.
Il arrive même, grâce à ses talents de persuasion. D'ailleurs, il a un nom qui... Il s'appelle Rallye Copain, il s'appelle celui qui persuade ses compagnons. Il arrive à persuader d'abord les oiseaux qui sont hostiles aux humains, qui les massacrent pour les manger. Il persuade les oiseaux de fonder une cité avec lui et de revendiquer le pouvoir sur l'univers, puisqu'ils sont plus anciens que les Olympiens eux-mêmes. Et donc on assiste à la réalisation de cette cité qu'on entoure de grands murs, et le héros parvient même à faire capituler les Olympiens grâce à un blocus, puisqu'on intercepte la fumée des sacrifices et les dieux affamés sont prêts à accepter n'importe quoi. Et Zeus est obligé de donner Basileia, royauté, sa compagne, et à la fin, on voit notre héros rajeuni naturellement, qui a retrouvé sa verdeur, sa jeunesse, épouser Basileia et être salué comme le maître du monde. Mais on le voit aussi donner des consignes aux cuisiniers pour assaisonner des oiseaux qu'il s'apprête à rôtir. Donc on apprend dans la pièce qu'il y a des oiseaux qui se sont révoltés contre lui et qui ont été tués. Alors finalement, dans cette société idéale, il continue à y avoir des condamnations et des représailles et des répressions. C'est une pièce extrêmement curieuse et complexe que Les Oiseaux, parce qu'on peut très bien la lire comme une utopie achevée et très féerique, avec le chœur des oiseaux de toutes les couleurs, les plumes. Ça peut être traité en féerie, et ça a été souvent le cas dans les représentations modernes, mais c'est en même temps une pièce profondément ambiguë, qui montre que l'utopie peut mal tourner, car après tout, ces oiseaux à qui on a promis la liberté, la survie, ils ne seront plus tracassés par les hommes, eh bien on s'aperçoit qu'ils sont effectivement présentés pour certains d'entre eux en brochettes et assaisonnés par le nouveau maître de la cité qui va les manger. Et ça, c'est l'image typique pour un Athénien de cette époque-là du tyran. Celui qui confisque le pouvoir de la démocratie à ses dépens et qui va, dans la représentation mythique qu'on donne par exemple Platon dans la République, celui qui mange ses concitoyens. Donc sur cette utopie se dessine en filigrane quelque chose de très inquiétant. Cette menace perpétuelle dans la démocratie qui apparaît à l'horizon, la tyrannie, et une nouvelle cité qui, pour avoir officiellement refusé tout impérialisme, se retrouve maîtresse du monde et ressemblant beaucoup à l'Athènes impérialiste de l'époque. Tekiteli muona teruenda maratonos, ornis tergo poikilos, tastagas. Onde pipondi onoid matallasses, pille metalgiones hypothèta ideurita peusama. Ce sont, si vous voulez, ces espèces d'utopies comiques auxquelles on revient toujours quand il s'agit de la comédie ancienne. C'est-à-dire que c'est la création d'univers magiques, et là, ça n'est plus de la démolition en détail, mais c'est du grand carnaval. C'est la création d'un monde de bonheur. Alors, l'idée générale de chaque comédie, c'est la création d'un monde de bonheur à partir d'une idée étonnante. La grande idée du héros consiste, il a une idée au départ. Il veut faire la paix, par exemple dans les Acarniens, en achetant une fiole de paix. Pour réaliser le bonheur, dans Lysistrata ou les oiseaux, on va donner le pouvoir aux femmes ou aux oiseaux. C'est aussi, irréaliste, semble-t-il, d'un côté que de l'autre. Quand on est dans les cavaliers, on invente un Cléon qui soit plus démagogue que Cléon. Quand on est dans l'Assemblée des femmes, on invente de mettre en commun les femmes et les biens. Ça donne des résultats. Alors cette idée, le héros l'impose au cœur dans un agone, dans une espèce de lutte. Et puis à ce moment-là, tout saute d'une certaine façon. Toutes les conventions de la cité sautent. Toute la morale, si vous voulez, qui limite les désirs et les plaisirs.
La cité devient une espèce de monde de liberté où les aliénations disparaissent, où on se gorge de nourriture, où on se gorge d'amour. Tout devient même langage du corps, borborigme, défécation béate, étreinte, presque sur scène dans le comos final. C'est une espèce de grande revanche du corps contre le dualisme ascétique des philosophes et des mystiques qui date depuis déjà au moins Pythagore. Donc, si vous voulez, le héros qui se sépare de la cité-État athénienne et de toutes ses aliénations crée une espèce de cité naturelle. Je ne dirais pas une cité bestiale. C'est pas la loi véritablement prédatrice des poissons et des oiseaux, comme dit Hésiode. C'est une cité où il y a une espèce de médiation entre le plaisir et la loi, où on fait ce qu'on veut, mais où on ne fait pas n'importe quoi. C'est aussi un monde magique où les objets sont animés, où les casseroles font la cuisine toutes seules, où les trirèmes voguent sans besoin des hommes. Il y a aussi un côté un peu fantastique dans cet univers. C'est vrai que l'idée du héros permet une sorte de néantisation immédiate, enfin non pas tout à fait immédiate, puisqu'il faut cette lutte ou cet agone pour qu'il impose son idée. Mais une fois que l'idée est en place, on a vraiment affaire à une espèce de cercle magique dont tous les imposteurs, d'ailleurs dans une série de scènes finales qu'on appelle les épisodes, sont écartés les uns après les autres. Et là, effectivement, les alouettes poussent tout rôties sur les arbres, on n'a plus besoin d'esclaves parce que les objets deviennent une sorte d'automation qui s'établit. On en a des exemples non seulement chez Aristophane, mais chez d'autres aussi. C'est-à-dire que finalement, cette espèce de grande révolte imaginaire et utopique qu'est la comédie semble constituer une sorte de processus de défoulement collectif, de désaliénation collective, de conjuration des pulsions et finalement probablement d'intégration sociale, comme le carnaval qui a l'air d'être une révolte, mais qui finalement est toujours, et en dernière analyse, un processus d'intégration. C'est-à-dire, si vous voulez, qu'au bout de cette espèce de discussion fantaisiste de la cité réelle à travers l'utopie et de conjuration par le rire, il y a comme une sorte de cure psychanalytique collective. Oui, parce que la ville elle-même accepte d'être critiquée dans un cadre très, très strict, très structuré, qui est celui du théâtre. Et donc, à date fixe, elle apparaît devant le tribunal grotesque de la comédie. Mais après, une fois que la comédie est terminée, on retombe sur cette espèce d'intégration. Mais ça pose évidemment un important problème. Comment la cité-État démocratique, ou pourquoi accepte-t-elle d'être critiquée avec une telle force? Pas forcément avec férocité. Mais je crois qu'elle y trouve son intérêt. La critique carnavalesque à la fois des vieilles autorités et aussi des autorités nouvelles, des intellectuels, morales, des Socrates, des fabricants de nuages, permet de rappeler à toutes ces fausses autorités qu'à Athènes, la seule source du pouvoir, c'est la volonté populaire. Et ça permet, d'une certaine façon, de le rappeler à toute la classe politique, les Cléons, les Hyperbolos, les Cléophons, les Androclès, surtout à l'époque des démagogues de Périclès. On leur rappelle d'une manière brusque, pour ne pas dire brutale, beaucoup plus brutale au fond que nos chansonniers, parce qu'ils risquent gros. Et on leur rappelle que seul le peuple gouverne et a le pouvoir à Athènes. Mais dis-moi, cher Hermès, j'y songe tout à coup. Pourquoi notre déesse garde-t-elle le silence? Elle ne veut pas parler à des gens qui l'ont fait si durement souffrir. Oui, mais à toi qu'elle parle. Qu'elle te réponde au moins à toi seul, à voix basse. Je vais le lui demander. Dis-moi, je t'en prie très cher. Ô toi, de toutes les femmes la plus ennemie des armes, dis-moi quel sentiment tu éprouves pour eux. Parle-moi franchement. Bien, bien j'entends. Oui, c'est cela que tu leur reproches.
dit qu'elle est venue à vous spontanément, dès l'affaire de Pylos, apportant avec elle un plein panier de trèves. Mais vous l'avez repoussée 3 fois par vos suffrages. Par 3 fois, l'Assemblée s'est prononcée contre elle. Nous avons eu grand tort, mais il faut pardonner, car alors notre esprit se perdait dans les cuirs. Voici ce que la paix me charge de vous demander à tous. Lequel était parmi vous le plus monté contre elle? Allons? Évidemment, personne, comme d'habitude. Bien. Alors, lequel, étant son ami, travaillait-il le mieux contre la guerre? Je peux répondre à cela. Le plus grand des amis de la paix et de beaucoup, c'était, tu peux me croire, c'était Cléonymos. Et quelle sorte d'homme était-ce, pour ce qui est de la guerre, ce Cléonymos? Un cœur pétri de bravoure, mais aussi tellement amoureux de la paix, qu'aussitôt en campagne, l'homme jeta ses armes. Bien, autre chose à présent. Qui donc, en ce moment, domine l'Assemblée? Qui règne sur la tribune? On le nomme Hyperbolos. Oh! Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi tourne-t-elle la tête? Elle se détourne d'un peuple qui a pu se donner un si mauvais patron. Ah, nous n'en userons plus. Le peuple, tu comprends, parce qu'il se sentait seul et comme dévêtu, l'a pris en attendant une meilleure couverture. Et comment ce pis-aller fera-t-il l'affaire de la cité? Dis-lui qu'il nous aidera à devenir peu à peu gens de meilleurs conseils. Explique-toi. Il se trouve que cet homme est fabricant de lampes. Alors, nous qui traitions naguère nos affaires à tâtons, maintenant nos avis seront plus éclairés. Encore un petit détail. La paix voudrait savoir en quel état se trouvent les choses qu'elle a laissées en nous quittant. Ah ben, y a eu un tas de petits événements dans la ville. Sophocle se fait vieux. Il a peur de manquer. Je crois qu'il écrira n'importe quoi pour n'importe qui si la somme était rondelette. Allons donc. Cratinos. Ce vieil ivrogne de Cratinos est mort de saisissement pendant l'invasion des Laconiens. Il n'a pu supporter de voir briser une jarre remplie d'un vin exquis. Oh, canaille. Mais c'est loin tout ça, et nous sommes bien changés. Plus de 10 ans de guerre, tu te rends compte? Jamais plus, ô déesse. Jamais nous ne te lâcherons. Jamais! Il s'agit de trouver quelqu'un qui puisse remplacer avantageusement Cléon, qui est le maître d'Athènes à ce moment-là. Et ça donne ceci. Ce sont 2 esclaves qui parlent. L'un porte le masque de Nicias et l'autre le masque de Démosthène. Bon. Et ils ont un compagnon de servage, enfin on l'appelle le Paphlagonien. Un voleur, un braillard, le Paphlagonien c'est Cléon, hein. Un voleur, un braillard, une voix grondante de torrent. Alors il s'agit de l'éliminer parce qu'il dénonce constamment Démosthène et Nicias, il les dénonce constamment au maître, et le maître qui est Démos les roue de coups, ces esclaves-là. Alors il faut absolument le remplacer. Alors il cherche. C'est un charcutier, un marchand de boudin, qui doit chasser notre Paphlagonien. Un charcutier? Oh Poséidon, quel métier! Voyons un peu. Où découvrirons-nous cet homme? Cherchons-le, dit Démosthène. Tiens, justement, le voici, il vient vers nous. Un vrai coup du ciel. Il va au marché. Oh, bienheureux charcutier! Approche, approche, mon brave! Monte ici! Oh, toi qui parais pour le salut de l'État et pour le nôtre. Alors ça, c'est une parodie de quelques poètes. Bon. Alors, arrivant par la parodos de gauche, le charcutier apparaît dans l'orchestra. Parodos? Parodos, c'est l'entrée du chœur. Hein. La parodos, c'est l'endroit par où le chœur pouvait arriver. Et l'orchestra, c'est le demi-cercle qui est devant les spectateurs. Alors donc, il arrive par la parodos, là, il porte son étal sur le dos. Le charcutier. De quoi s'agit-il? Pourquoi m'appelez-vous? Monte ici pour apprendre quelle est ta chance. Quel est ton insolent bonheur? Alors le charcutier monte sur le logéion. Ô bienheureux, ô riche homme, ô toi qui n'es rien aujourd'hui, qui demain sera tout. Ô douloureuse Athènes, monarque magnifique. Alors ça c'est toujours la parodie, n'est-ce pas? Alors, dis mon bon, si tu me laissais laver mes tripes et vendre mes boudins, au lieu de te moquer de moi. Et tu parles de tripes, pauvre sot. Regarde par ici, il désigne le public. Vois-tu pas tous les rangs où ce bon peuple sied?
Oui, je vois. De tout ce peuple, tu seras, oui, toi, le maître et seigneur, sans compter le marché, les ports, ni l'apnix. Le conseil, tu le piétineras. Les généraux, tu les briseras comme fétus. Tu les enchaîneras, les emprisonneras. Et à l'Élysée, alors je traduis à l'Élysée parce que c'était l'endroit où on recevait les hôtes officiels de l'État. Et à l'Élysée, tu te feras maître. Moi? Oui, toi. Et encore, tu ne vois pas tout. Monte un peu là-dessus, sur ton étal. Et de là-haut, regarde les îles, toutes les Cyclades. Je vois bien là-dessus. Et les ports de commerce, les navires marchands. Oui, vu. N'est-ce pas que ton bonheur est insolent? Et maintenant, glisse un œil, le droit, du côté de la Carie, et l'autre du côté de Carthage. Ah ouais, joli bonheur, si je dois rester louche. Il s'agit bien de cela. Vois plutôt, c'est toi qui trafiques de tout ça, car comme le dit mon oracle, tu deviens un très grand monsieur. Dis donc, mais comment vais-je devenir un monsieur, moi qui ne suis qu'un charcutier? C'est justement pour ça que tu dois devenir un grand monsieur, parce que tu n'es qu'un pauvre diable, un pilleux de halle et un impudent. Bon, j'ai arrêté là la traduction, mais ça continue comme ça, moi. Ça continue sur ce ton-là, de la scène. Hein, voilà. Ouais. Oui, alors, tout homme politique, là, à ce moment-là, était réputé concussionnaire, pédéraste. Hein, mais là, le personnage, le charcutier, on suggère, on le dit même, qu'il est passif. C'est très important, il est passif. Il se fait mettre, c'est pour ça. Bon, et c'est vrai, il y a des choses qui ne laissent aucun doute sur le sentiment qu'Aristophane et beaucoup de poètes comiques du temps avaient, touchant les démagogues du temps. Démagogues au sens de chef populaire. Et alors, il y a d'autres personnages dans les pièces d'Aristophane, et je pense à deux pièces en particulier, à Lysistrata et l'Assemblée des femmes. Ce sont justement les personnages féminins qui luttent pour la paix. Alors, quelle place, quel rôle ont les femmes dans les pièces d'Aristophane? On dit souvent qu'Aristophane est un poète misogyne. Est-ce que ce n'était pas vrai un peu de tous les poètes grecs? C'est certainement vrai de la plupart des poètes grecs et en tout cas de la comédie ancienne qui véhicule en elle tous les stéréotypes liés au féminin qui commencent des Hésiodes. La femme ventre, la femme au désir sexuel exacerbé qui épuise son malheureux époux, qui passe son temps à manger et à boire derrière son dos et à lui vider son garde-manger. Tout ça, ça fait partie de l'image d'un éternel féminin tel que les poètes de la comédie ancienne le reprennent à leur compte et donc une tradition qui continue. Et c'est vrai que dans cette perspective-là, on peut se demander pourquoi à un moment donné, chez Aristophane, ce sont les femmes qui interviennent pour imposer la paix, pour obliger leurs époux à arrêter la guerre en pratiquant la grève du devoir conjugal, et pourquoi les femmes apparaissent à la tête d'un complot dans les Thesmophories, par exemple, dirigé contre Euripide, qui a dit du mal d'elle. Pourquoi les femmes, dans l'Assemblée des femmes, prennent le pouvoir carrément, hein. Mais je crois qu'en fait, et c'est ce en quoi la comédie d'Aristophane est profondément politique, lorsque les femmes interviennent sur la scène, c'est en quelque sorte pour signifier que les hommes ne sont plus là et sont incapables de faire quoi que ce soit de cohérent, de conséquent. Et comme le dit un personnage de Lysistrata, des hommes, il n'y en a plus, au sens où des citoyens, il n'y en a plus.
Et c'est devant ce vide des citoyens qu'en quelque sorte les femmes sont tenues d'envahir la scène à leur tour pour arriver enfin à imposer la paix et essayer d'inventer une autre utopie. Moi, qui ai place à part entière, tout comme vous dans la communauté de ce pays, je suis ulcéré, accablé de notre conduite politique. Elle est gangrenée. Je constate qu'elle donne les leviers de commande à des malfaisants. S'il y en a un qui se comporte bien pendant un jour, pendant 10 jours, il entasse les méfaits. On passe les responsabilités à un autre, il fera encore bien pire. Oh, ce n'est pas facile de chapitrer des hommes aussi contrariants que vous. Qu'il est malin, cet homme-là. Et de tout ça, c'est vous autres, peuple d'Athènes, qui êtes responsables. Vous drainez les fonds publics pour vos allocations, et vous n'avez Dieu, chacun, que pour votre profit particulier. Et l'État, lui, il chaloue comme un chien boiteux. Mais si vous m'en croyez, vous vous en tirerez encore. C'est aux mains des femmes. Oui. Vous m'entendez? Il nous faut confier l'État. Oui. Après tout, c'est bien à elle que nous donnons l'emploi dans nos ménages d'avoir la haute main sur la gestion. Bravo, 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 vas-y, elles savent mieux se conduire que nous. Et je vais le prouver. Ah, comment? Pour commencer, elles essorent leur laine à l'eau tiède, selon l'antique usage. Toutes, tant qu'elles sont, on ne les voit pas risquer des innovations. Et ce qu'il pourrait y avoir qui marche bien à Athènes, ne serait-ce pas le salut pour la cité que de ne pas s'évertuer à fabriquer de l'inédit pour le changer? Elles s'accroupissent devant leur grille, comme dans le temps. Elles portent les fardeaux sur la tête, comme dans le temps. Elles célèbrent les thesmophories, comme dans le temps. Elles font cuire leurs gâteaux, comme dans le temps. Elles font la vie intenable à leur mari, comme dans le temps. Elles ont des amants chez elles, comme dans le temps. Elles s'achètent des friandises en cachette, comme dans le temps. Elles aiment le vin bien corsé, comme dans le temps. Elles ont plaisir à se faire tisonner, comme dans le temps. Allons, messieurs, remettons l'État entre leurs mains. Allez. Inutile de palabrer et de nous demander ce qu'elles vont faire. Laissons-leur tout bonnement le pouvoir. C'est en tant que nourricières que les femmes se revendiquent comme, après tout, les meilleurs gestionnaires possibles de la cité. Et elles annoncent aux hommes, vous n'aurez plus rien à faire, nous vous nourrirons. Les femmes sont donc les nourricières de manière traditionnelle, les mères, mais elles sont en même temps, je crois, un symptôme majeur de la dégradation de la cité, car les hommes n'apparaissent plus que comme des enfants, des nourrissons qu'on alimente, complètement inertes et passifs. Et dans le jeu des métaphores auxquelles recourt la comédie ancienne, le bon héros chez Aristophane, comme le héros des Acarniens, des Caïopolis, juste cité, c'est celui qui agit autant qu'il reçoit,
qui donne autant qu'il reçoit. Un des signes qui qualifie le bon citoyen, c'est qu'on le voit se livrer à des préparatifs culinaires sur la scène. Vous savez que les comédies se terminent toujours par un grand banquet. Le bon citoyen, c'est celui qui n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour préparer lui-même les petits plats avant de les consommer. C'est donc toujours une combinaison de faire et de consommation. Et là où les choses ne vont plus, c'est quand le citoyen ne fait plus que consommer, et uniquement consommer, et devient inerte. C'est le scénario auquel on assiste dans l'Assemblée des femmes. C'est en quelque sorte la mise en scène de la mort de la cité à travers ces citoyens qui ne savent plus que manger et se faire nourrir par les femmes. Évidemment, on est toujours frappé en voyant que beaucoup des victimes de la comédie ancienne ont très mal fini. Cléon a été tué vraiment à la guerre, mais Hyperbolos a été ostracisé, Cléophon a été tué légalement dans un procès, Socrate a été tué légalement dans un procès. Les gens auxquels la comédie s'en prend avec violence finissent souvent très mal. Alors, problème, est-ce que c'est la comédie qui les a fait périr, qui a causé leur mort? Je ne le crois pas, parce que la comédie me semble plutôt jouer le rôle d'un système à inertie. C'est-à-dire qu'elle s'en prend aux puissants du moment, et elle n'hésite pas, alors elle s'en prend plus généralement bien entendu aux démocrates au pouvoir, mais dans certains cas elle s'en prend aussi aux oligarques. Alors maintenant, s'agissant des penseurs, il semble clair là aussi que, accompagnant la naissance de la démocratie athénienne, il y a une nouvelle école de penseurs qui sont, vous le savez, les sophistes. Alors les sophistes, la base de leur pensée, c'est, je ne dirais pas l'irréligiosité, mais l'idée que si les dieux existent, on ne peut pas les atteindre ou les comprendre, parce que la vie est trop courte, et que par conséquent, la vérité, c'est ce qui existe pour nous, et la morale, c'est ce qui est utile pour nos sociétés. Donc, les dieux sont d'une certaine façon mis entre parenthèses, et cela va créer un très vaste mouvement d'idées. Le paradoxe étant que Socrate va devenir pour Aristophane le type même des sophistes, et que dans les nuées, on peut dire qu'Aristophane a dirigé contre les sophistes la plus percutante et la plus virulente des comédies. On a bien l'impression que le vrai Socrate n'est pas le Socrate des nuées. En tout cas, il est tellement différent du Socrate que nous présente Platon, du grand philosophe que nous présente Platon, qu'on se dit que si Socrate a été choisi comme type des sophistes, et bien d'autres sophistes sont attaqués à la même époque, que Socrate n'est pas le seul attaqué, c'est simplement parce que les Athéniens le connaissent bien, il traîne dans les rues, tout le monde l'a vu, c'est un personnage athénien. Alors que les Protagoras ou d'autres, attaqués ailleurs, ne sont souvent que de passage à Athènes. Les nuées, c'est une pièce sur l'éducation. Ça a été d'ailleurs le premier problème que s'est posé Aristophane dans la première pièce qu'il a écrite, Les Banqueteurs, où on voyait deux pères faire donner à leur fils, l'un une éducation à l'ancienne, l'autre une éducation nouvelle, sophistique. Et bien entendu, c'était un échec pour l'éducation nouvelle. Dans Les Nuées, c'est un petit peu la même chose. Un vieux père couvert de dettes, qui s'appelle Strepsiade Tourneboule, décide de mettre son fils à l'école de Socrate, le pensoir, pour qu'il apprenne à ne pas payer ses dettes. Alors, il va trouver Socrate, dont l'école est présentée comme une sorte d'école du malheur, les gens y mangent mal, etc. Et
L'essentiel de la pièce est un long combat de gueule entre le raisonnement juste et les raisonnements injustes incarnés. Alors le raisonnement juste fait l'éloge de l'éducation d'autrefois, le raisonnement injuste dit mais qu'est-ce que tu vas y gagner, tu vas te priver de tous les plaisirs, des bonnes femmes, de la nourriture, etc. Et de toute façon, regarde, de nouveau dénonciation de l'illusion théâtrale, regarde tous les spectateurs, qu'est-ce que tu y vois? Rien que des invertis et des pédés. Donc fais comme eux. Et le fils donc rentre dans l'école de Socrate. Il apprend tellement bien ses leçons qu'il finit par jusqu'à battre son père en lui prouvant qu'il a raison. Et le père, furieux, et c'est là que ça devient extrêmement cruel, met carrément le feu à l'école de Socrate, le pensoir. Nous avons d'ailleurs des nuées, semble-t-il, qui ont été remaniées, qui ne sont pas les nuées de 423. C'est donc une question, un problème d'éducation. On y voit aussi Socrate, éducateur, qui se livre à des occupations absurdes telles que mesurer la longueur du saut des puces, donc des occupations de sciences naturelles qui ne sont attestées nulle part ailleurs, ni chez Xénophon, ni chez Platon. L'attaque contre Socrate ne s'arrête pas d'ailleurs aux nuées, elle continue très très longtemps. Dans les grenouilles encore, ici et là, on voit Socrate écorché, égratigné, et d'autres auteurs aussi, comme Polis à la même époque, ont assez violemment critiqué Socrate, et les sophistes d'ailleurs. Donc Socrate n'apparaît jamais que comme l'un de ces sophistes qui ne croient plus aux dieux, qui ne croient plus qu'aux nuées, des espèces de vagues divinités vaporeuses et insaisissables. Alors, quelquefois, par exemple, un mot comme le surcil suffit à indiquer un homme arrogant. Oui, oui, oui. Un philosophe, par exemple, Oui, pour Aristophane, un sourcil. Sourcilleux, hein, en français, on a gardé le mot, sourcilleux. C'est une manifestation d'arrogance. Au départ, c'est le refus. Vous savez comment les Grecs refusaient, et ils continuent de le faire, d'ailleurs. Dans tout le Proche-Orient, quand on dit non, on lève légèrement la tête. Ou les sourcils, ça suffit. Ça suffit. Mais il joue beaucoup avec les mots, les doubles sens, les ambiguïtés, Bien sûr. Il invente aussi des mots valises. Il invente, bien sûr. Il en invente. On a l'impression qu'il en invente. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais ce qui peut vous donner une idée de ça, vous n'avez qu'à écouter Ruquier, la bande à Ruquier. C'est ce genre d'esprit-là. Ah. Alors, avec autre chose, parce que il avait un cothurne étroit, il chaussait un cothurne étroit parce qu'il y avait tout de même des règles. C'était une œuvre d'art, c'était de la poésie aussi, quelquefois de la très, très grande poésie. Hein. Il y avait une rupture de ton étonnante d'ailleurs. Il y a des ruptures de ton étonnantes quand on lit ça. Il y a des choses qui sont célèbres. Il y a un cœur des nuées qui est célèbre sur ce point. Puis il y en a d'autres. Il y a les parodies si on pense à des parodies de poésie lyrique, ou même de la poésie lyrique pure et simple. Voilà. Poésie lyrique pure et simple. Mais pour ce qui est des plaisanteries, des jeux de mots, etc., mais c'est constant. Voilà, c'est ça. Et il s'amuse. Aristophane! On ne sait rien de la biographie d'Aristophane. On ne connaît pas grand-chose. Par contre, on sait qu'Euripide était fils d'une marchande de légumes grâce à Aristophane. Donc, dans toutes les biographies, on lit que Euripide était fils d'une marchande d'herbes, puisqu'Aristophane le dit. C'est vrai. C'est ça un peu le mécanisme des biographies. C'est comme ça que ça se construit. Certains disent qu'il était lui-même étranger. Dans la mesure où certains disent qu'il était un Rhodien de Lindos, d'autres qu'il était d'Égine. Certains disent que son père Philippe était d'Égine. Il a été, d'après le texte grec, il a été plusieurs fois dénoncé et contraint à l'exil, 2 ou 3 fois.
Aristopanes o comoido poios patros men en Philippou, dodegenos Athenaios, ton daemon cud Athenaius, Pandionidos pules. Os protos dogei ten comoidian etiplanomenen tei archaiai agogei, epitocresimoteron kai semnoteron metagagein, picroteron kai aiskroteron cratinu, kai eupolidos blaspemunton e hedei. Il semble être le premier à avoir conduit la comédie qui errait encore dans l'ancien style à un genre plus utile et plus vénérable. Malista de peinete kai egapeite upoton politon spodra epeidie diaton hotu dramaton espuda sedeixai ten politeian Athenaion os eleuteratesti kai upudenos tyranu dulago gumene. Aloti demokratia esti kai eleuteros on hodemos archei heotur. Alors, il était très loué et très aimé par les citoyens parce que dans ses comédies, il prenait soin de montrer que le régime athénien était libre et n'était asservi à aucun tyran et que c'était une démocratie. D'autre part, que c'était une démocratie et que le peuple étant libre se dominait lui-même. Curieusement, pour Aristophane, on n'a rien de croustillant sur sa vie. C'est une vie très sérieuse. Très rangée. Très rangée, oui. Alors il n'a pas eu les intestins ou la tête dévorée comme Héraclite par les chiens. Il ne s'est pas étouffé sur un pépin de raisin comme la plupart des ivrognes. Comme Échille, par exemple. Échille. Il est mort paisiblement. Aristophane, Daniel Auger, Alain Blanchard, Philippe Brunet, Jean-Claude Carrière, Paul Demont, Christine Azinger, Jean Taillarda. Extrait, L'Assemblée des femmes, Les oiseaux, traduction de Victor-Henri Desbidours. The Living Voice of Greek and Latin, Stephen Dates. ORTF 1967, La Paix, réalisation René Jantet. Groupe de réalisation Véronique Amiot, Jean-Pierre Juncker, Claude Giovannetti, Francesca Isidori.